Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Donald Trump a été condamné mardi à 9 000 $ d'amende. Pourquoi? Pour s'en être pris publiquement aux témoins et jurés en marge de son procès pénal à New York, où le juge a menacé de l'incarcérer, rien de moins s'il recommençait. On en parle avec Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Guillaume. Bonjour Yasmine. Donald Trump, là, on dirait qu'il n'a pas peur, lui, des amendes pour continuer à faire campagne dans les couloirs des palais de justice. À date, ça marche dans son personnage. Son personnage est celui d'être une victime et, selon sa rhétorique à lui, par un système de justice corrompu, par un juge corrompu, par un jury corrompu, tout ça contrôlé par les démocrates. Alors, à chaque fois que le juge veut lui en rajouter une, ça joue dans son personnage. Bon, 9 000 $ pour peut-être vous et moi, ça peut être quelque chose qui va paraître dans le budget annuel. Pour Donald Trump, c'est un budget de publicité magnifiquement bien investi. Et là, le juge est quand même un peu coincé, là. D'aller dire, normalement, si c'était un personnage quelconque, un outrage au tribunal, c'est très grave. Il y a des gradations, il y a eu plusieurs avertissements, puis ça pourrait finir à passer la nuit en prison. Mais de là à mettre le candidat numéro 1, c'est quelqu'un qui pourrait devenir président, le premier porte-parole des deux grands partis aux États-Unis, en prison, sur quelque chose qui n'est pas sur le cœur du procès, ça fait beaucoup sur les épaules d'un seul juge. Ça fait beaucoup pour l'apparence de justice ou l'apparence de partialité. Alors, j'avais cette question-là hier, puis j'avais dit, ça va finir avec une amende parce que ça permet à tout le monde de sauver la face. Oui. Le juge fait valoir que son ordre veut dire quelque chose. Donald Trump peut payer et on s'en sort. Alors, avant qu'on finisse en prison, j'ai l'impression qu'on pourrait rejouer dans le même film. On a seulement qu'à augmenter le montant, là. Mais ce procès-là, c'est à particulier de voir comment Donald Trump, qui est tenu à y assister là, physiquement, il a tourné ça finalement à un quartier général de la campagne présidentielle. Des fois, ça me fait penser, il y a déjà eu une campagne présidentielle où le président, parce que sa femme était très malade, devait rester à son chevet et refusait de se déplacer. Et son organisateur, qui était un génie, c'était le président McKinley, s'était arrangé pour que les gens fassent un voyage littéralement devant le perron de la maison, puis ils sortaient, puis là, ils faisaient quelques discours, puis les gens repartaient. Là, c'est presque la même chose, mais à la sauce 21e siècle. C'est-à-dire que Donald Trump se promène pas beaucoup, mais toutes les caméras sont là à l'entrée et à la sortie du tribunal, et il a un mégaphone très important, puis à la fin, ça a probablement le même valeur politique pour lui. Parce que si les procès nuisaient à Trump, on le saurait, là. À la fin, la majorité des gens qui n'aiment pas Trump pensent qu'il est déjà coupable et la quasi-totalité des gens qui aiment Trump considèrent que ce procès-là est une vengeance politico-judiciaire. Alors, ça joue dans son personnage à lui. Pendant ce temps-là, par contre, Joe Biden, tranquillement mais sûrement, avec tous ses problèmes, ramasse beaucoup d'argent et lui, peut s'occuper d'être président. Puis là, ça me fait rire quand les gens disent on veut débattre l'un contre l'autre. Biden aurait pu dire moi, je suis prêt, mais il y en a un qui n'est pas disponible le jour parce qu'il est au tribunal. Alors, à la fin, tout ça, petite distraction dans l'équation, ça n'est pas fondamental. Et il n'est pas dit non plus que d'ailleurs, sur les 4 procès criminels, Yasmine, il y en a 2 au niveau de l'État, 2 au niveau fédéral. C'est le seul, je pense, qui aura une finalité peut-être avant la date de l'élection. Et même s'il est reconnu coupable, c'est écrit dans le ciel qu'il va aller en appel. Alors, il n'y a rien de ça qui va être un jugement fini et terminé avant novembre. Parlons de cette autre histoire, mais toujours en lien avec notre fameux Donald Trump, celle qui est perçue comme celle qui va être sa colistière, là. C'est pas encore annoncé, c'est pas encore officiel, mais elle est... tout le monde parle d'elle. Elle s'appelle Kristi Noem. Elle publie finalement ses mémoires. Une grande fan de Donald Trump. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ses mémoires sur laquelle The Guardian a mis la main? Qu'elle aurait abattu son chien, sa chienne en fait, parce que elle était trop excitée puis qu'elle était indomptable et donc il fallait qu'elle s'en débarrasse. Alors elle lui a tiré une balle dans la tête. Aux États-Unis, là, tu peux tuer bien du monde, mais touche pas aux animaux et certainement pas aux chiens. Est-ce que c'est une Sarah Palin en devenir que Donald Trump va récupérer?
Ben, la comparaison au niveau des déclarations stupides ou appelons ça, là, si on était au tennis, on appellerait ça des erreurs non provoquées. C'est assez extraordinaire. J'ai à peu près tout vu déjà en politique américaine, mais là, je pensais jamais un jour, parce que, mettez le contexte, là. C'est pas une information qu'on réussit à déterrer de braves et brillants journalistes Ah d'enquête non, non. qui sont allés déterrer des squelettes ou des choses gênantes dans la vie de Christy Noem. C'est elle qui l'a écrit dans ses mémoires à elle, en disant, et il parle pas d'un chien, il dit un puppies, donc un petit Un chien, chiot. j'imagine gentil, et elle m'a même mis la phrase, je détestais ce chien, il était l'incarnation, il était la joie incarnée. J'ai fait ce qu'il fallait faire, je l'ai abattu. Après ça, il y a un autre passage où elle dit qu'elle a abattu une chèvre, et là, les enfants arrivent de l'école puis disent, mais où sont nos animaux? C'est absolument surréel. Alors, elle ne sera pas, je pense, la candidate à la vice-présidence de Donald Trump. Bon, Pense. il y avait déjà d'autres enjeux aussi, là. Elle change pas l'équation électorale. Elle vient d'un État hyper républicain. Elle a été pendant très longtemps quelqu'un qui a poussé pour une interdiction au niveau fédéral, au niveau de l'avortement. Alors, ce serait un cadeau pour les démocrates, mais ces mémoires, c'est comme si c'était les stratèges de Joe Biden qui les avaient écrits. Ça n'a aucun bon sens. Et si vous n'êtes pas convaincu que de dire dans vos mémoires politiques que d'abattre un chiot, c'est pas une bonne idée, ben, ouvrez les livres d'histoire. Mitt Romney avait dit dans un voyage de famille qu'il avait mis le chien dans une cage sur le dessus du station wagon pour un road trip avec la famille. Ça y avait causé plein de problèmes. Lyndon Baines Johnson, président dans les années 60, adorait son chien. Il disait que son chien aimait être tiré par les oreilles. Il y a quelqu'un qui a pris une photo. Ça a été un bordel politique pour lui. Je pensais pas que de dire que s'en prendre aux petits animaux, c'était mauvais pour la politique, mais c'est clair qu'il y en a qui n'ont pas eu le message. Non, mais clairement, elle n'a pas eu le message, d'autant plus que déjà Donald Trump, là, les amoureux des chiens, là, ils l'ont toujours pas avalé le fait que c'est un des rares présidents, si c'est pas le seul, à ne pas avoir eu, dans les dernières années, là, je parle des dernières décennies, ne pas avoir eu un chien de la Maison-Blanche lorsqu'il était président des États-Unis, contrairement à Obama qui l'a précédé, Biden qui lui a succédé. L'amour des chiens, c'est un enjeu politique. D'ailleurs, on n'a qu'à voir Fox News aujourd'hui sur cette histoire sur Kristi Noem réagir. Eux-mêmes sont un peu mal pris dans la défense du MAGA Movement. Dans un pays aussi divisé, il faut rendre à César ce qui est à César. Madame Noem a réussi à faire une alliance entre la droite et la gauche, entre les républicains et les démocrates. Ils sont tous unis contre elle. Alors vraiment, là, si elle voulait être sûre de ne pas être considérée pour être vice-présidente, elle a réussi ça très, très bien. Mais d'ailleurs, sur la vice-présidence, là, oui, les gens, des fois, font flotter leur nom, mais je pense que mettez un petit 2$ sur Tim Scott, le sénateur de la Caroline du Sud. C'est probablement c'est un très bon candidat en soi, mais ça viendrait ébranler les colonnes du temple un peu chez les démocrates, parce que, évidemment, qu'il y a une vaste majorité de la population noire qui soutient les démocrates, mais si ça baissait un peu, comme on a une élection au fil du rasoir, ça pourrait causer certains enjeux, ou sinon sécuriser certains États où la population noire est importante. On n'a plus entendu parler de Nikki Haley rapidement, Guillaume. Elle devient quoi? Elle fait quoi? Est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on entend parler d'elle ces temps-ci? Mais pas beaucoup, certainement pas du point de vue de Trump pour les bonnes raisons. Parce qu'imaginez, il y a eu les primaires, parce que c'était pas complètement terminé, en Pennsylvanie. Alors, tout le monde sait que c'est Trump. C'est un peu comme s'il y avait une élection générale partout au Canada, et c'est déjà arrivé au Québec d'ailleurs, je pense que c'était dans le comté de Masson. Le candidat élu est mort le jour de l'élection. Bon, ben, on reprend l'élection après. Tout le monde sait qu'il va former le gouvernement, mais il faut bien le faire. Alors, on est en Pennsylvanie. Tout le monde sait que Mme Haley n'est plus candidate. Elle a annoncé qu'elle se retirait. Il y a déjà de ça plus de 2 mois. Elle a fait, Yasmine, 16% des votes. Ça veut dire qu'en Pennsylvanie, un des 6 États les plus importants, ben, il y a des républicains qui sont allés voter, puis on dit, ben moi, entre Trump, qui est le candidat, et Mme Haley, qui traîne encore sur le bulletin de vote, mais qui n'est plus candidate, j'aime mieux Mme Haley. Et peut-être que c'est ça, si on avait à choisir un critère qui nous permettrait de dire qu'il y a peut-être un petit peu plus de chances que ce soit Biden, des démocrates qui se lèvent le matin en disant
je m'en fous de Trump. En fait, je m'en fous de Biden. Il faut que Trump perde, donc j'appuie Biden. Ouais. Il n'y en a pas. Des républicains qui se lèvent le matin en disant, au nom de l'intérêt général, il ne faut pas que ce soit le candidat républicain qui gagne, il y en a. Et là-dessus, on a juste à penser à Mme Cheney, à M. Kinzinger. Il y en a d'autres. Chris Christie. Des républicains qui, par intérêt national, disent non, la République d'abord. Et ça, peut-être que ça va faire qu'il y a, à la limite, même s'il y a 5 des républicains ou 2 des républicains qui décident de rester chez eux, dans une élection, pensez par exemple le Nevada, Yasmine, Joe Biden a remporté le Nevada et ses votes électoraux par 3500 votes en 2020. Ouais. Alors, ça prend pas beaucoup de timidité dans les électorats des uns et des autres pour avoir un impact hyper déterminant. Et c'est probablement ça, une réelle inquiétude dans le camp républicain. Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand, merci beaucoup, toujours très éclairant. Au plaisir. Bye bye.